notre quatrième exposé pour aujourd'hui, et dernier exposé, est par Richard Wentworth, qui est venu parler des équations Omega-Young-Mills. Merci Benoît et comme les autres, je tiens à remercier tous les organisateurs pour l'invitation et aussi pour organiser cette rencontre dans les situations un peu difficiles. Donc c'est très bien, un beau travail. Merci. OK, donc mon exposé va être sur la théorie de jauge en dimension supérieure. Donc, je vais commencer par rappeler rapidement la situation classique en dimension 4, puis ce qu'on sait en dimension supérieure. Et puis la nouveauté, c'est je vais introduire des équations qui sont un peu plus générales en dimension supérieure et aussi la motivation qui est, euh, qui est assez clair. Et puis après, je vais aussi parler de quelque chose un peu différent sur la correspondance de Hodge non-abélien. OK. Donc, les connexions Young-Mills, en général, on commence avec une variété riemannienne orientée et un pi près complexe avec une métrique messienne sur M, et les équations sont des équations pour une connexion unitaire sur E. Donc, on prend une connexion et FA, c'est la courbure de cette connexion. Et les équations de Young-Mills classiques sont les équations là. Qui disent que, grosso modo, la courbure est une deux formes, et ça dit que la deux formes est harmonique en quelque sens. Et ces équations sont des équations de type Euler-Lagrange pour une certaine fonctionnelle, et c'est la fonctionnelle de Young-Mills. Très bien, et en dimension 4, le cas classique, il y a des solutions assez particulières de ça, et qu'on appelle des connexions anti-autoduales. En dimension 4, on a l'étoile de Hodge qui envoie une deux formes dans une autre deux formes, donc on peut former ces équations-là. Et on peut vérifier simplement que ce sont des connexions Young-Mills. Et en fait, ce sont des connexions, des solutions minimales pour la fonctionnelle de Young-Mills. Et dans le cas complexe, je vais parler beaucoup des cas complexes aussi. Pour une surface calérienne, par exemple, on a aussi une équation pour une connexion, ou bien on peut interpréter ça comme une équation sur la métrique elle-même pour un fibre holomorphe fixé. En tout cas, une connexion où on a la forme calérienne, et on peut imaginer que la courbure de la connexion est orthogonale à la forme calérienne. Et les solutions comme ça, on appelle des solutions hermitiennes et Young-Mills. Et on peut vérifier aussi qu'une connexion autoduale dans ce contexte d'une surface calérienne, les solutions anti-autoduales sont exactement la même chose qu'une connexion qui donne la structure holomorphe, c'est-à-dire la connexion intégrable, la partie 0,2 de la connexion est 0. Ça donne une connexion, une structure holomorphe sur le fibré, et en plus, c'est Hermitian Young-Mills. Très bien. Et ça, c'est très bien parce que l'existence d'une solution comme ça est donnée par le fameux théorème de Donaldson-Ulam-Bacchiao, qui dit que l'existence d'une métrique Hermite-Einstein est garantie par la stabilité de E. Et la stabilité d'un fibre holomorphe est un truc algébrique est facile à vérifier. Donc, ça nous donne beaucoup de solutions.
Donc, un théorème majeur pour la construction des espaces de modules est le théorème de capacité de Uhlenbeck. Donc, je vais faire l'énoncer précisément, plus ou moins précisément. Donc, si on a une suite de connexions Young-Mills, par exemple, avec une borne uniforme sur la norme L2 de la courbure, donc on peut extraire une séquence qui converge dans le sens suivant. Donc, on a convergence en dehors d'un nombre fini si la variété est compacte ou bien un ensemble discret en général. Mais en dehors de ça, on a convergence des connexions Young-Mills à une connexion Young-Mills. Et tout ça, c'est la transformation de jauge près. Et ces points sont munis aussi avec une multiplicité, un entier positif à chaque point. Donc, on peut regarder ça comme un cycle en dimension 0. Et les densités les densités de Young-Mills, ce qui forme la densité de la fonctionnelle Young-Mills, ces mesures convergent faiblement à la mesure de A infinity. Et il y a une perte d'énergie et cette perte est mesurée exactement par le cycle défini par ces points-là. Et la limite qui a priori existe seulement en dehors des points, il y a une extension de la connexion, une connexion Young-Mills, mais la connexion n'existe pas sur des fibrés de départ. Il y a un changement topologique du fibré quand on fait l'extension. Et le changement topologique est aussi mesuré exactement par ce cycle, ce zéro cycle. Très bien, donc ça c'est le théorème de compacité de Uhlenbeck. Et comme un corollaire, on peut construire une compactification de l'espace du module, par exemple, des connexions anti-orthogonales sur une variété de dimension 4 riemannienne compacte. Et ça donne une compactification dont la structure est assez bien étudiée maintenant. Et c'est très important, évidemment, dans la construction des invariants, des variétés en dimension 4. Très bien. Donc, et je vais juste dire encore une chose, les points idéaux, comme je les ai décrits, ça consiste des paires d'une connexion Yang-Mills sur un autre fibré, un zéro cycle C, et le lien entre les deux fibrés est donné par, ça devrait être CH2 à infinity. Donc, le terme 2 du fibré de départ et le rapport entre le terme 2 de ça est donné exactement par le zéro cycle. OK, très bien. Bien sûr, dans le cas kählerien, on peut interpréter les points idéaux différemment en termes de fibres holomorphes. Et quand on prend une famille des fibres holomorphes, il y a une dégénérescence. Et en général, il faut aller en dehors des fibrés, il faut parler des faisceaux cohérents, comme on a vu aujourd'hui. Et donc, ça donne une interprétation holomorphe de la compactification de l'espace du module. Et comme ça, Jun Lee a démontré le théorème suivant. Dans le cas projectif, donc quand M est une surface projective algébrique, alors la compactification de Donaldson-Uhlenbeck est munie d'une structure, d'une variété projective. D'accord, donc je ne vais pas expliquer exactement les détails, mais la correspondance entre un faisceau cohérent sans torsion
qui est la chose naturelle qui apparaît dans la limite algébrique, on peut toujours prendre le double dual de ça. Ça, c'est un faisceau réflexif sur une surface, donc localement libre, c'est-à-dire ça définit un fibre holomorphe. Et on peut se souvenir de la différence entre ces deux, c'est-à-dire exactement le lieu des singularités de ce fibre cohérent. Et ça, c'est un cycle, il vient avec multiplicité. Et donc, c'est exactement la chose qui est dans la compactification. Et ça, c'est la flèche qui va de l'espace de module des fibres sans torsion, cohérents, sans torsion, stable, semi-stable. Ça exactement décrit la flèche en la compactification de Uhlenbeck. OK. Donc, en dimension supérieure, je vais revenir dans le cas général, le cas riemanien. Dans le cas des dimensions supérieures, il y a deux approches pour la compacité. Je parle de la compacité. Il y a Nakajima qui a trouvé une formule de Bochner-Weizenbach qui donne directement des bornes sur la courbure. Et il y a une autre approche de Uhlenbeck qui, si vous connaissez un peu le travail de Uhlenbeck, vous savez que son théorème de capacité, ça marche quand il y a des bornes sur la courbure qui sont dans LP, où P est plus grand que la moitié de la dimension de la variété. Donc, en dimension 4, ça fait L2 qui est naturel pour Yang-Mills, et ça marche très bien en dimension 4, mais en dimension supérieure, ça ne marche plus. Et donc, elle a trouvé un moyen de prendre des bornes dans L2 et les transmettre pour obtenir des bornes en LP. Donc ça, c'est une manière très différente de Nakajima, et c'est aussi un peu plus flexible, un peu plus général. Mais en tout cas, les deux approches marchent et ça donne une sorte de compactification aussi, théorème de compacité, pour des connexions Yang-Mills en dimension supérieure. Et donc, vous pouvez lire, mais c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que l'ensemble où la convergence ne tient pas, cet ensemble, ce qu'on sait, a priori, c'est juste un ensemble de codimension 4 réel, et la codimension, c'est dans le sens de Hausdorff, dans la mesure de Hausdorff. Et a priori, c'est tout ce qu'on sait. OK. Donc, et ça, c'était le théorème en 88 à peu près. Et ça restait comme ça pendant longtemps. Et puis, vers la fin des années 90, les gens ont commencé à s'intéresser à la théorie de jauge en dimension supérieure. Et Tian a trouvé une amélioration de ce théorème, c'est-à-dire il a démontré que cet ensemble d'éclatement des connexions est en fait rectifiable. Donc il y a une partie, la partie la plus grande de cet ensemble singulier a quand même une certaine structure. Et donc ça, c'est un résultat très important. Et ça permet de définir une compactification de l'espace du module, des connexions, ce qu'on appelle des connexions oméga, anti-autoduales, et je vais les définir plus tard. Et voilà. Et donc, bien sûr, dans le cas complexe, dans le cas d'une variété kählérienne, on peut dire encore plus.
Et en fait, cet ensemble où les connexions ne convergent pas, quand on parle des connexions de Hermitian-Yang-Mills, cet ensemble est en fait une subvariété holomorphe. Et ça vient aussi de la structure que Tian a trouvée. OK, très bien. Et ça, nous avait, on avait pris ça pour indiquer qu'il doit y avoir une généralisation du théorème de Junli. Et avec Daniel Greb et Benjamin Sibley et Matei Thomas, j'ai démontré il y a quelques années maintenant le théorème suivant, quand M est une variété projective encore. Alors, cette compactification définie par Tian admet la structure d'un espace algébrique complexe. Donc, on n'a pas encore démontré la projectivité de cet espace, mais on peut quand même donner la structure d'un espace complexe et ça veut dire que cet espace est biméromorphe à une variété projective. C'est-à-dire que c'est Murchison, hein? Oui, c'est ça, exact. Exact. Et ce sont des choses assez techniques, donc moi j'ai l'impression que ça doit être projectif, mais il y a des choses techniques qui nous empêchent de C'est une démontrer variété ça. lisse ou bien... Variété? C'est une variété lisse? Non, 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 pas du tout. Non, Pas bah, du tout. c'est pas forcément. Non, loin d'être lisse. Voilà, OK. Donc, mais encore une fois, la structure des points idéaux consiste des mêmes choses, c'est-à-dire des connexions avec des singularités en général. Ce qu'on appelle une connexion admissible sur un faisceau réflexif sur M. Et maintenant, les cycles, à la place des cycles des zéro cycles, les cycles existent en codimension réelle 4, mais ce sont des sous-variétés, donc c'est vraiment un cycle en codimension 2. Et la correspondance avec la dégénérescence des faisceaux holomorphes est exactement la même qu'on a vu déjà dans le travail de Junli. Et maintenant, à la place de ce qu'on a vu avant, avec les densités Yang-Mills, on a une convergence des courants, c'est-à-dire que même si cette connexion n'est pas lisse partout, on peut quand même définir, c'est une connexion en L2, la courbe est en L2, donc Chern 2 est bien défini et en fait, ça définit un courant fermé. Et on a convergence des courants et encore une fois, la perte de l'énergie, en quelque sorte, est donnée exactement par le cycle en codimension 2. Et je peux dire aussi que dans ce cas-là, en dimension supérieure, on a un théorème de singularité effaçable, mais c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas vraiment parler de ça. Mais la chose la plus importante est un peu mystérieuse toujours, et le fait que même après la singularité effaçable, il existe, en général, il existe des singularités, on peut appeler ça essentielles, c'est-à-dire que la connexion en général ne s'étend pas partout en M. Mais il faut accepter ça. OK. Donc, ça, c'est mon résumé de la situation classique. Et maintenant, on va parler des Omega Yang-Mills. Donc, dorénavant, tout ce que je vais raconter, c'est un travail en commun avec mon collègue Shumio Chen à Maryland. Et
donc, revenons au cas riemanien. Et maintenant, on prend une forme supplémentaire, une forme lisse de degré à m-4. N, c'est la dimension de M. OK? Et puis, on va faire une modification des équations de Yang-Mills exactement comme ça. Donc, on ajoute un autre terme en utilisant cette forme oméga. Et comme avant, on peut interpréter ça comme des points critiques d'une certaine fonctionnelle. Et c'est la fonctionnelle Yang-Mills, mais j'ai ajouté un autre terme qui implique le deuxième forme de Chown à un constant près là. Et le point clé de ce travail est le fait que si oméga est fermé, c'est une forme fermée, donc ce terme-là est simplement topologique. Donc, ça ne change rien pour les points critiques. Et donc, on parle juste des connexions Yang-Mills. Mais nous, on veut considérer la situation où oméga n'est pas fermé. Et je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. OK, donc ce sont les équations que j'avais écrites avant. Et il y a des connexions, juste comme avant, il y a des connexions, des solutions particulières, ce qu'on appelle des oméga anti-autoduales. Et donc, ce sont une sorte de généralisation des équations instantanées en dimension supérieure. Et je vais vraiment insister sur le point que si oméga est fermé, on voit que là, une solution de ça est déjà Yang-Mills. Donc, quand je prends D du côté droit, j'ai la différentielle de F qui est toujours 0 par l'identité de Bianchi. Et si aussi oméga est fermé, cette partie-là est annulée par la dérivée. Donc, c'est une connexion Yang-Mills. Mais quand oméga n'est pas fermé, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, Richard, Richard, oui. C'est-à-dire que ça pourrait quand même l'être. Oui, ça pourrait, oui. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas en général. Et ce type d'équations ont été étudiées il y a très longtemps par les physiciens qui cherchaient une généralisation des équations instantanées en dimension supérieure. Mais plus récemment, ça devient très, très populaire à étudier les calibrations, les instants G2, les invariants de Donaldson-Thomas. Il y a des gens ici qui connaissent le sujet mieux que moi. Mais à ma connaissance, c'est presque toujours dans le cas où oméga est fermé. Et donc, moi, je veux généraliser ça et je vais donner des exemples. Donc, un exemple très important, dans le cas complexe, on peut prendre une métrique hermétienne et juste prendre oméga. Pour oméga, on prend la puissance m-2 de oméga et on vérifie juste comme avant que une connexion qui satisfait ces équations-là, c'est exactement la même chose que la généralisation de l'équation de Hermitian-Einstein. Et l'intégrabilité de la connexion ici, juste comme avant. Alors, pourquoi est-ce que je m'adresse à ça? En fait, pour moi, personnellement, il y a une motivation par ce qu'on appelle des multipolarisations. Donc, prenons une variété complexe, dimension m, donc je vais être consistant, m c'est la moitié de n, et une connexion unitaire, intégrable, c'est-à-dire la connexion de Chown pour une structure holomorphe. Et on peut prendre des formes, disons, kählériennes. Donc, M peut être une variété kählérienne.
mais au lieu de prendre juste une forme Keller, je vais en prendre plusieurs. Et je peux très facilement généraliser les équations de Hermitian-Yang-Mills en utilisant plusieurs formes kelleriennes comme ça. Donc, on peut vérifier que, en fait, c'est exactement la même chose que les équations de Hermitian-Yang-Mills, mais pour une métrique hermitienne définie à travers cette équation-là. Ça définit, pour nous, ça définit une métrique hermitienne. Mais la différence, c'est que maintenant, cette métrique-là, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit une métrique kellerienne. Donc, les solutions ici, c'est exactement les solutions Hermitian-Yang-Mills, mais pour une métrique, même si ces métriques-là sont kelleriennes, les solutions ne sont pas des solutions pour les équations classiques. Et ça, c'est important parce que même dans le cas kellerien, comme j'ai dit, c'est important quand on veut comprendre la dépendance des solutions, ou bien de l'espace de modules, la dépendance sur la polarisation, sur la forme kellerienne. Et donc, en dimension supérieure, quand j'ai juste oméga à la puissance m-2, quand m est plus grand que, pardon, m-1 pour les équations Hermitian-Einstein, quand m est supérieur à 3, la dépendance est non linéaire sur la forme kellerienne. Et ça crée des problèmes pour bien comprendre le comportement de l'espace du module. Cette non-linéarité crée des pathologies dans ce qu'on appelle les chanvres, les murs qui décrivent la dépendance des conditions de stabilité. Donc, pour bien comprendre le problème de croisement du mur, c'est une idée de Greg Thomas et les autres, je pense. On peut considérer des équations comme ça. Et comme ça, pour la dépendance pour chaque oméga est maintenant linéaire. Donc, c'est un moyen de linéariser un peu le problème. Et donc, on n'a pas encore suivi exactement les conséquences de ça, mais pour moi, ça, c'est une motivation. Une question, Richard. Vas-y. Non, Alexandra. Oui, excuse-moi. Juste rapidement, désolé, ma caméra. Équilibré, c'est balanced. Ah, oui, c'est ça. Juste pour être oui. sûr. Oui, Mais le absolument. balanced. OK. Oui. D'accord. Donc, merci. oméga à la puissance m-1, c'est une forme fermée. Oui. Et on ne dit pas probablement croisement de mur, peut-être traversement? Oui. Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Merci. Quand on traverse les murs, c'est-à-dire les changements des conditions de stabilité, exactement. Changement de chambre. Changement de chambre. OK. Donc, ça, c'est un peu la motivation de considérer le cas où oméga n'est pas fermé. Donc, le résultat principal, en gros, c'est que tout marche bien. C'est-à-dire presque tous les théorèmes que j'ai énoncés pour le cas classique des capacités et de la construction de l'espace de module, tout cela marche de la même manière, même quand on considère le cas où oméga n'est pas fermé. Donc, pour être un peu plus précis, on a un théorème de compacité à la Uhlenbeck, et c'est exactement le même théorème, disons. Quand on prend une suite de connexions, je vais toujours insister que par l'énergie, je veux toujours insister que pardon, la norme L2 de la courbure est toujours bornée.
Ça, c'est important. Mais à part ça, le reste est exactement comme dans le cas classique. Et un théorème comme ça reste sur deux choses. Les deux choses analytiques qui sont importantes, c'est une formule de monotonicité et ce qu'on appelle un théorème de régularité epsilon. Et les deux choses marchent dans cette généralité plus ou moins de la même manière. Donc, monotonicité, c'est pour des connexions Yang-Mills, c'est dû à Price dans les années 80 et avec une petite généralisation de Tian. Mais l'énoncé de ça, c'est quand on prend la courbure et l'énergie sur une boule et on prend une forme de l'intégrale qui est invariante par l'échelle. Donc, monotonicité dit, le terme de monotonicité dit que cette expression-là, pour sigma suffisamment petit, est essentiellement croissante. Donc, il y a des facteurs qui dépendent de la métrique, de la divergence de la métrique par la métrique euclidienne, mais à part ça, cette expression est croissante. Et ça nous donne une manière de mesurer la concentration de courbure. Richard, Et, ça c'est donc l'énergie que tu utilises dans la formule, dans cette théorème de monotonicité, c'est donc pas l'énergie de oméga Yang-Mills, mais bien l'énergie de Yang-Mills, la densité. oui, exactement. Oui, exactement. Je n'ajoute pas l'autre partie. Ouais. C'est la vraie énergie. Ouais. OK. Et juste pour dire juste deux mots sur la preuve, comme je dis, c'est presque la même chose que Price a fait. On prend ce qu'on appelle une sorte de variation de domaine. On prend un champ vectoriel sur M et comme ça, on peut tirer la connexion en arrière par la famille de diffeomorphismes générée par le champ. Et on peut considérer la variation de l'énergie. Bien, ici, on va prendre la variation de Yang-Mills oméga. Et comme on sait que c'est un point critique, on sait que la dérivée est zéro. Et puis, on peut manipuler ça de la même manière que Price a fait. Sauf que maintenant, il y a cet autre terme. Et disons qu'on peut maîtriser ce terme-là pour arriver à la même résultat. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et pour le théorème de régularité, qui utilise aussi la monotonicité, ça c'est la première chose à établir. Mais pour la régularité, ça veut dire que si la courbure, l'énergie renormalisée est suffisamment petite pour une boule suffisamment petite, ça veut dire qu'on a une estimation de la norme de la courbure par F2 dans une boule de rayon moitié. OK, donc ça c'est la clé pour le théorème de compacité. Et comme j'ai dit, il y a deux méthodes et les deux méthodes s'appliquent aussi ici avec des changements plus ou moins bien. Il n'y a pas grand-chose à changer pour modifier les arguments de Nakajima et Uhlenbeck. Voilà. Donc,
Et aussi, le reste marche aussi. Bien sûr, il y a des détails à vérifier, mais on a le théorème de Tian sur le fait que l'ensemble des singularités est rectifiable. Et aussi, l'holomorphicité est donnée aussi. Et on a aussi un théorème de singularité effaçable. OK, donc ça, c'est la première partie. Et maintenant, je veux parler un peu d'une autre application de ces idées. Et ça, c'est le théorème de Hodge non abélien. OK, donc je vais juste rappeler un peu le théorème de Simpson, Hitchin-Simpson, Corlett-Donaldson. Donc, on prend une variété complexe. Maintenant, c'est toujours complexe compact, hermitienne. Et c'est quoi un fibré de Higgs? Un fibré de Higgs, c'est une paire maintenant avec un opérateur Dolbeault intégrable. Donc, un fibré holomorphe, si vous voulez. Et θ est une informe holomorphe avec valeur dans le fibré des endomorphismes de E. Et il y a une autre condition en dimension supérieure, et ça, c'est que le crochet de θ avec θ est 0. C'est une sorte d'intégrabilité pour θ elle-même. Et ça, c'est un fibré de Higgs. Alors, comme on a déjà vu dans l'exposé de Gérard, il y a un rapport avec des connexions plates. Et comment est-ce que ça se fait? C'est que quand vous prenez une connexion quelconque, c'est-à-dire une connexion complexe sur un fibré, et vous avez une métrique hermitienne sur E, on peut toujours décomposer la connexion en partie unitaire et en partie hermitienne. Ça, c'est la partie hermitienne. Et comme on est sur une variété complexe, on peut toujours décomposer cette partie hermitienne en partie 1, 0 et 0, 1. C'est une informe dans les fibrés des endomorphismes hermitiens. Et on peut décomposer ça en partie 1, 0 et 0, 1. Donc, ça existe pour chaque connexion complexe. On peut toujours faire ça. Et ça dépend de la métrique, évidemment, cette décomposition. Et il n'y a aucune raison que ça donne un fibré de X, parce qu'il y a ces conditions-là. Donc, on va mesurer ça. Mais d'abord, je vais introduire, comme Simpson a fait, ces deux opérateurs. Et ces opérateurs sont magnifiques. Donc, c'est donné comme ça. Et notamment, c'est un opérateur mixte. Ça envoie des sections en des formes de type 0,1 et ça, c'est de type 1,0. Donc, à première vue, c'est un peu bizarre. Mais quand vous pensez que les données ici pour un fibre de Higgs sont les débats et les θ, cet opérateur dépend holomorphiquement sur les données. Donc, si je voulais préserver le type, ce ne serait pas le cas. Donc, ça, en fait, c'est plus naturel de ce point de vue. Bon, bref. Mais à partir de ces opérateurs-là, on peut définir des courbures, et ça, je pense que c'est la perspective de Simpson, le point de vue de Simpson. Donc, la courbure de la connexion complexe, D est juste, comme tout le monde sait, c'est D au carré. Et on peut introduire ce qu'on appelle la pseudo-courbure de D, et ça, c'est
le carré de cet opérateur que je viens de parler. OK? Et donc, une connexion est plate. La connexion complexe est plate si la courbure est 0. Et la connexion, la paire de d bar et θ, et ça donne un fibre de X exactement quand la pseudo-courbure est 0. Donc, il y a une sorte de symétrie entre ces deux côtés. OK. Donc, le théorème non-abélien d'Hodge non-abélien, pardon, est le suivant. Donc, si M est une variété kählérienne, il y a une correspondance bijective entre des fibres de Higgs stables, il y a toujours une stabilité ici, qui dépend de la polarisation de la forme kählérienne, de la classe de la forme kählérienne, pour telles fibres qui sont stables avec cette condition sur les premières deux classes de Chern. Il y a une correspondance bijective entre ces fibres-là, holomorphes, et représentation irréductible du groupe fondamental. Dans SLR, donc je prends le cas où le déterminant de E est trivial. Donc, on peut aussi faire le cas de GLR, mais voilà. OK. Et juste pour prévenir ce que je vais dire, ce qui est important ici, c'est que M est une variété kählérienne. Donc, on sait que cette correspondance n'est plus valable dans le cas plus général, quand M n'est pas kählérien. Donc, si je prends, par exemple, une métrique Goduchon sur M pour une variété complexe en général, il y a des exemples où cette correspondance ne tient pas. OK. Donc, juste pour expliquer juste un peu comment ça marche, cette correspondance. Donc, si je prends une direction ici, stabilité du fibre de Higgs et l'évanouissement de Chern 1, on peut résoudre à travers le théorème de Hitchens-Simpson. Il existe une métrique qui satisfait ces équations-là. Et attention, ça c'est la courbure de la connexion complexe. Okay? Et de l'autre côté, si on prend une représentation irréductible, par exemple, on peut trouver une application harmonique équivariante dans un certain espace symétrique. Et ça, c'est équivalent à résoudre le problème de trouver un représentant de la connexion dans l'orbite de conjugaison, un représentant de la connexion plate qui satisfait cette équation-là. Où G2, c'est la courbure, la pseudo-courbure. OK? Donc ça, ce sont des théorèmes des deux côtés. Et maintenant, si je suppose que la deuxième classe de Chern de E est 0, donc j'ai cette équation-là pour la métrique kählérienne. Et puis, comme j'ai déjà cette équation-là, ça veut dire que la classe de F comme classe de cohomologie, c'est avec valeur dans un homomorphisme, mais la partie de forme, ça veut dire en quelque sorte que cette classe-là est primitive. Et on peut utiliser les relations bilinéaires de Hodge-Riemann classiques pour conclure que si ça c'est 0, il y a une positivité pour les formes primitives. Et on peut conclure de ça que la courbure est en fait 0. Et on fait la même chose avec GD. Le fait que la pseudo-classe de Chern est 0, on peut argumenter exactement de la même manière.
Mais ce qui est étonnant un peu, c'est le fait que cette pseudo-classe de Chern est toujours 0. Il n'y a pas de condition du tout. Et apparemment, c'est une remarque de ligne, mais ça a un rapport avec, avec le théorème de Sue-Sampson sur la pluriharmonicité des applications harmoniques. OK, bon. Maintenant, je vais définir... donc, on sait que cette correspondance est valable dans le cas kählerien et ça ne marche pas pour des métriques plus générales de Godechon. Donc, je vais trouver une métrique entre les deux pour laquelle ça marche toujours. Donc, je vais donner une définition épouvantable. Donc, une métrique hermitienne, je vais appeler ça équilibré de type Hodge-Riemann si c'est une métrique de cette forme-là, oméga 0 est majuscule oméga 0. Les deux sont fermés, pas oméga 0, pas forcément, ça c'est un peu plus général de dire que oméga 0 est fermé, mais c'est ces deux conditions-là. Et en plus, je vais demander que la forme quadratique qui apparaît dans les relations de Hodge-Riemann, cette forme quadratique est toujours strictement positive sur les formes primitives. Et les formes primitives sont, sont les formes qui sont annulées par le wedge avec oméga m-1. Donc, ça c'est une définition un peu difficile et encore plus difficile pour vérifier pour une métrique quelconque. Donc, ça a l'air un peu artificiel, si vous voulez, mais encore une fois, il y a plein d'exemples. Donc, quand je prends le cas des multipolarisations encore, si je prends des métriques kähleriennes, par exemple, en fait, on n'a pas exactement la condition kählerienne ici, mais disons pour simplifier que ce sont des formes kähleriennes. Et on construit une métrique hermitienne à partir de ça, juste comme avant. Ça, c'est une métrique hermitienne, pas forcément kählerienne. Mais l'important, c'est que ça, c'est toujours de type Hodge-Riemann. Donc, ça, c'est un petit théorème de Timorin. Il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, ça veut dire que ces métriques équilibrées de type Hodge-Riemann est toujours donné par, et pas toujours, mais il y a plein d'exemples de ça, en prenant cette situation de multipolarisation. Donc, puis vous pouvez imaginer que maintenant, le théorème de Hodge non abélien marche toujours dans ce contexte. Donc, ça, c'est un autre théorème. Il y a une correspondance maintenant entre des fibrés de Higgs qui sont oméga stables. Oméga, comme j'ai dit, n'est plus forcément une métrique kählerienne, avec les mêmes conditions, et maintenant la correspondance Hodge marche comme avant. Et je pense que je vais terminer là parce que les exposés sont 50 minutes, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vais terminer là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'on a le temps. Il y a beaucoup de... Faut pas confondre les mains levées avec les mains qui... Oui, Claude. J'imagine que la question de... Il y a une application entre les deux formes et les N-2 formes induites par cette oméga. Et a priori, cette application n'est pas un isomorphisme. Alors,
est-ce qu'il y a un rôle important dans les exemples? Il y a toujours, si on prend par exemple une puissance d'une forme keulerienne, cette application donne un isomorphisme entre les deux formes, les n-2 formes. Mais pour les preuves, est-ce que c'est important ou non? Pas pour les preuves, mais c'est à peu près ce qu'a démontré Tim Marine, en fait. Elle a démontré que dans ce contexte, attendez, pardon, pour ça, quand je construis ça avec des métriques positives, c'était des métriques. Elle a démontré exactement, je pense que c'est ce que vous voulez dire, elle a démontré que ça donne un isomorphisme entre les formes de type 1, 0 et les formes de type M, pardon, M, M-1. Je pense que j'ai le wedge, avec des formes de type 1, 0. Donc, ça, c'est ce qu'il a démontré pour des formes positives. Donc, Et en termes du comportement des solutions de ces équations, ces équations ne seront pas elliptiques peut-être en général? Oui, ils seront très importants pour comprendre le comportement des solutions, ce qu'on n'a pas encore fait en fait. Donc, justement, on n'a pas encore vraiment étudié le problème de bouger toutes ces formes, mais ça, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et je ne sais pas, mais j'imagine que surtout quand il y a une dégénérescence, ça va être intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe avec les solutions. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant. Et quelques résultats semblent absolument indépendants de cette hypothèse. Hein? Oui. Ouais. Comment il a fait Biswas pour trouver... Comment il a fait Biswas pour montrer que ça ne marchait pas en général? Oui, son exemple est assez facile. C'est un espace localement symétrique. En fait, il prend un groupe complexe simple avec un réseau uniforme. Et qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit que quoi? Il démontre que... attendez. Je ne me souviens pas exactement de l'exemple, mais dans son article, il a démontré qu'il y a une situation où, je pense que c'est exactement dans ce contexte, où on peut démontrer qu'un fibre de Higgs, oui, un fibre de Higgs dans ce contexte-là, le champ de Higgs est toujours 0. Donc, il y a une sorte de théorème de... Oui, c'est-à-dire que la représentation devrait être toujours unitaire. Et donc, pour construire un contre-exemple, il produit simplement une représentation non unitaire. Et donc il sait que ça ne peut pas correspondre à un fibre de Higgs. Mais ce qu'il a démontré dans cet article, c'est une sorte de théorème d'évanouissement du champ de Higgs pour certaines métriques. Ouais. Champ de X, c'est le θ? Qu'est-ce que ça s'appelle le champ de X? C'est le θ? Oui, c'est le θ. D'accord. Ah ouais. Donc, quand θ est 0, s'il y a la correspondance de Hodge, quand θ est 0, ça veut dire exactement que la représentation est unitaire. Donc, ouais. Il a fait ça quand? C'est dans les années 2011, je pense qu'il y a un article 2011, ouais, compte rendu. C'est un compte rendu. Ouais. Ok, merci. Roxandra? Oui, j'avais une question à propos de la première moitié de l'exposé. Est-ce que vous avez une description plus algébrique de ces solutions oméga
J'oublie le nom exactement, mais... Omega Yang-Mills. Yang-Mills, c'est ça. Une description un peu plus algébrique. Dans le cas en tant que complexe, de fibré stable ou d'une oui, certaine... on peut définir une sorte de condition de stabilité. Par exemple, le cas le plus important, le plus intéressant, c'est exactement le cas des multipolarisations. Là. Attendez. Ici. Donc, on peut définir la stabilité du fibré quand on... Ah, attends. Je vais aller ici. Oui. Stabilité, on peut définir le degré d'un fibré comme ça. Donc, imaginons que ça, c'est juste un produit de forme kählérienne. Donc, ça, c'est bien défini. Ça définit le degré d'un fibré. Et puis, ça donne la notion de stabilité pour un fibré allomorphe. Et les solutions sont garanties. Stabilité garantit l'existence d'une solution de ces équations que j'avais écrites. Donc, c'est-à-dire Omega Yang-Mills. Donc, la correspondance est exactement la même. La seule différence est que la forme, si vous voulez écrire ça comme équation de Yang-Mills pour une hermétienne Yang-Mills pour une métrique, cette métrique-là est équilibrée, mais pas forcément kählérienne. Et dans mais le la cas correspondance général est exactement la même. Oui. OK. Mais en fait, je peux poser les questions après. Parce que je veux pas non plus, parce que j'ai beaucoup de questions en fait. Merci. Merci. Question peut-être simple. Est-ce qu'il existe des variétés sur lesquelles il existe de ces variétés de ces métriques de type Hodge-Riemann, mais pour lesquelles on sait qu'ils ne sont pas kählériens? Ouais, c'est une très bonne question. Et on cherche tout le temps un exemple comme ça et on n'a pas encore trouvé. On sait qu'il existe beaucoup d'exemples, mais vous avez raison, c'est toujours le cas d'une variété déjà kählérienne. Et on veut vraiment chercher un exemple qui n'est pas... Donc, il y a des exemples, on peut construire des exemples des métriques équilibrées, des métriques Atzeno-Keller. Il y a toutes sortes d'exemples. Et Paul connaisse tous les exemples, je pense. Mais je veux trouver un exemple vraiment d'un de ces exemples, des métriques équilibrées qui satisfait aussi cette autre condition et on n'a pas encore trouvé. Mais c'est vrai que c'est un peu moins intéressant si ça n'existe pas. C'est toujours intéressant du point de vue des multipolarisations, je pense. Donc, ça, c'est toujours important, même si ça ne donne pas exactement rien de nouveau sur, par exemple, restriction sur la possibilité d'un groupe fondamental des variétés kählériennes. Ça, c'est une application de ce théorème. On peut dire que c'est-à-dire qu'on peut trouver des contraintes sur la possibilité des groupes kählériennes à travers ce théorème. Donc, si on veut faire ça, il faut vraiment trouver des exemples. Mais pour autre chose, c'est peut-être moins important. Bon, merci. Je crois qu'on va remercier Richard à nouveau.